Nous sommes un collectif d'une quinzaine d'habitants du Quercy blanc, à cheval sur le Lot et le Tarn-et-Garonne. Depuis des années, nous vivons à la campagne, entourés de champs cultivés en conventionnel, et nous sommes régulièrement en contact avec des pesticides. Nous les sentons. Ils peuvent nous irriter la gorge, les yeux ou provoquer des maux de tête. Quand nous voyons apparaître un tracteur avec ses rampes d'épandage, nous rentrons le linge, fermons les fenêtres et nous mettons à l'abri le temps que ça se passe. Nous voyons aussi se raréfier des papillons, des fleurs et des oiseaux. Pendant longtemps, tout cela a été subi sans l'impression d'avoir le choix. Et puis, il y a eu un réveil. N'avons-nous pas droit à un meilleur environnement et à une meilleure protection de notre santé? Et que restera-t-il de la nature pour les générations suivantes? Et ces hommes, sur leurs tracteurs, sont-ils conscients du danger? Nous les voyons parfois épandre sans porter de masque. Comment vivent-ils leur métier? Nous avons des échos des difficultés économiques et morales des agriculteurs. Ne peut-on les aider à une transformation des pratiques qui nous semblent inéluctables? Le 14 juin 2019, à la salle des fêtes de Saint-Paul-Flognac, s'est tenue à notre initiative une réunion publique à laquelle ont assisté des agriculteurs, en conventionnel et en bio, et des résidents des communes environnantes. À cette occasion, nous avons lancé une pétition à l'adresse des élus que chacun, résident ou non du Quercy blanc, peut signer en ligne pour soutenir notre action. Voici l'exposé introductif de la rencontre. Alors c'est donc avec autant d'humilité que possible que nous proposons cet espace d'échange. Nous sommes aussi conscients qu'une remise en question des pratiques agricoles nous impacte personnellement beaucoup moins que les agriculteurs, dont c'est le moyen de subsistance. Et nous sommes tous attachés à ne pas perdre l'agriculture locale. Alors ces dernières semaines, avec Isabelle, qui est ingénieure en environnement, nous avons mené une petite enquête aussi rigoureuse que possible, en croisant les théories, en remontant à la source des informations et en prenant contact aussi avec certains acteurs institutionnels, des scientifiques aussi, pour vraiment avoir une synthèse rigoureuse. Alors le premier chapitre de notre exposé, c'est la biodiversité. Et pour commencer, nous allons parler d'un événement récent. Début mai, l'IPBES, plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, publiait un communiqué de presse. Le dangereux déclin de la nature, un taux d'extinction des espèces sans précédent et qui s'accélère. La réponse mondiale actuelle est insuffisante. Des changements transformateurs sont nécessaires pour restaurer et protéger la nature. Les intérêts particuliers doivent être dépassés pour le bien de tous. 1 million d'espèces menacées d'extinction. En réaction à ce communiqué, la présidente de l'UNESCO s'est exprimée. Ce que nous dit ce rapport, c'est que protéger la biodiversité, c'est protéger l'humanité, car nous, les êtres humains, nous dépendons fondamentalement de cette diversité du vivant. Nous en faisons partie dans un système qui repose sur des interactions dont nous ne valorisons pas assez les bénéfices, qu'ils soient matériels ou immatériels. Ce que nous dit ce rapport, c'est que la destruction de la biodiversité compromet les contributions vitales qu'apporte la nature à l'humanité, mettant en péril nos moyens de subsistance, un patrimoine, et pour moi c'est important de le dire ici, un patrimoine qui est aussi culturel, matériel et immatériel, la sécurité alimentaire, l'économie, la qualité de la vie. En outre, cette perte de biodiversité touche de façon plus forte les populations les plus vulnérables. Et pour toutes ces raisons, cette érosion de la biodiversité met en péril notre patrimoine mondial environnemental et avec cela, c'est une menace aussi pour la paix et pour la sécurité. Alors, pendant les 50 dernières années, la population sur la Terre a doublé, mais notre consommation en ressources naturelles, elle a quadruplé. Et cette consommation est essentiellement le fait du quart de la population mondiale le plus riche. L'empreinte écologique des pays développés est 5 fois supérieure à celle des pays pauvres. Par exemple, les 27 États membres de l'Union européenne sont responsables de 10% de la déforestation annuelle hors de ses frontières. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui a souvent été dit, le problème n'est pas tant la démographie que l'appétit de l'humanité.
toujours plus consommatrice de nourriture, de matériaux et d'espace. Et la question du partage devient aussi aujourd'hui incontournable. Alors là, on est parti d'un rapport qui était international, mondial. Maintenant, ça, c'est un rapport qui a été fait sur la région Europe-Asie centrale, par l'IPBES aussi. Et donc, ils ont souligné 6 points à l'intention des décideurs du monde au sujet de la biodiversité. Et il y a un point qui nous concerne plus particulièrement, et ça dit les principales menaces actuelles et futures sur la biodiversité, 2 points. L'exploitation toujours plus intensive des champs et des forêts. De 1980 à 2013, le nombre d'oiseaux communs en milieu agricole a diminué de 57% en raison de la perte d'éléments naturels dans les paysages tels que les haies, de l'homogénéisation des habitats et des cultures et d'une utilisation accrue de pesticides et d'engrais. Alors on continue à zoomer vers chez nous. Ça, c'est au niveau national. On a contacté l'AFB, qui est l'Agence française pour la biodiversité. On l'a contacté par l'intermédiaire de Vincent Jarnot, qui est le représentant dans le Lot. Alors en réalité, il nous a confié qu'il avait assez peu de moyens et de données sur la biodiversité locale. Et il nous a renvoyé à la documentation nationale qui produit ce genre de graphique où on voit que les espèces d'oiseaux, notamment en milieu agricole, diminuent très nettement depuis une vingtaine d'années. Et puis, il nous a aussi conseillé de contacter la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux. Et Marc Eslinger, le directeur lotois, nous a répondu et nous a autorisé à citer sa réponse. Alors, voici quelques informations sur la biodiversité propre au quercy blanc lotois. 20 ans déjà que le busard cendré ne se reproduit plus dans le département. 10 ans que la pigrièche à tête rousse a déserté le Lot. Les effectifs de bruants ortolans du quercy blanc, une des dernières populations de la région, ont chuté de 50% en 20 ans. Ce constat est faisable aussi pour la caille des blés et l'alouette des champs. Même le moineau domestique et l'hirondelle rustique disparaissent de nos campagnes. C'est la même chose pour les plantes colorées qui accompagnaient naguère nos cultures des céréales. Plus de niel des blés, plus de bleuets, plus de nigel de France. Et il conclut en disant « Pour moi, la seule action efficace serait que les agriculteurs du quercy blanc se convertissent tous à l'agriculture biologique. Je ne vois aucune autre alternative digne de ce nom. » La LPO Lot a commencé à prendre des contacts avec le monde agricole qui peut prendre un virage décisif en faveur de la vie en milieu agricole. Alors ensuite, un petit mot sur le déclin des pollinisateurs, dont on parle beaucoup en ce moment. Je cite les conclusions de l'AFB encore, donc l'Agence française pour la biodiversité. Parmi les solutions d'ores et déjà mises en avant, on peut citer la réduction ou l'abandon de l'utilisation des pesticides. Une autre alternative qui est citée, c'est celle de la pollinisation manuelle. Alors il faut savoir que ce n'est pas de la science-fiction, puisque déjà depuis les années 90, dans la province du Sichuan en Chine, ils ont utilisé suffisamment de pesticides pour être obligés de remplacer les abeilles finalement, ce qui, vous le pensez, est une certaine complication et demande pas mal de main-d'œuvre. Alors si beaucoup d'indicateurs pointe l'agriculture, il ne s'agit pas pour nous de mettre en accusation les agriculteurs, mais de poser la question de manière solidaire, comment allons-nous nous sortir de là? Et puis maintenant, pour parler des enjeux locaux de l'écologie, je vais passer la parole à Isabelle. Donc nous nous sommes intéressés à la qualité de l'eau de notre région. Donc, tout d'abord, nous avons contacté Jérôme Sioudet, le technicien rivière du syndicat mixte du bassin du Lamboulas, qui nous a fourni un certain nombre de documents que nous pouvons vous transmettre si ça vous intéresse par mail. Et ce syndicat porte un programme d'entretien et d'aménagement des cours d'eau de ce bassin versant, donc qui va de l'Albinque jusqu'à Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Donc il nous a dit travailler actuellement sur la lutte, donc vous avez pu le rencontrer, travailler donc sur
sur le cours d'eau. Ensuite, donc, on s'est intéressé donc, à la qualité des cours d'eau. Donc, 5 stations sont présentes dans le secteur, avec 2 stations sur la Lupte, en aval de Castelnau, 2 stations sur le Lamboulas et une sur le Petit Lamboustre, donc juste avant sa confluence avec le Lamboulas. Donc, sur ces stations, différents paramètres sont analysés et à noter que ce sont toujours des analyses ponctuelles. Et donc là, j'ai rapporté la qualité globale de ces cours d'eau et on voit donc, sur la carte que la qualité globale de ces cours d'eau varie en fonction des stations. J'ai fait un zoom notamment sur le paramètre nitrate qui correspond, qui sont présents dans l'eau généralement en lien avec les engrais utilisés pour les cultures. Donc il présente pratiquement sur toutes les stations des valeurs inférieures à 15 mg par litre, sauf, vous pouvez le voir, pour la station qui est le plus en aval sur la Lupte, où les valeurs dépassent les 20 mg par litre. Donc on a regardé aussi les paramètres pesticides. Donc là, il y a une seule station qui mesure ces paramètres, avec seulement 2 à 3 analyses par an. Donc là, j'ai mis seulement les 4 premières molécules qui sont quantifiées le plus souvent. Et vous pouvez le voir, enfin, je vous le précise, ce sont tous donc des herbicides, avec notamment le glyphosate et sa molécule de dégradation, l'AMPA, que l'on retrouve assez souvent. Alors, à noter aussi que la 4e molécule, le sulfosate, est un herbicide aussi, mais qui a été retiré depuis 2007. Donc, ça pose des questions. En ce qui concerne la qualité de l'eau potable, nous sommes, donc, la région est alimentée par 2 captages. Donc, le captage de la Benne, qui est situé sur la commune de Douel, et la fontaine des Chartreux, donc, qui se situe au sud de Cahors, au bord du Lot. Donc là, nous avons échangé avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui s'occupe du suivi de la qualité des eaux potables, qui nous a fourni les rapports complets sur les eaux brutes. Car au niveau de vos analyses d'eau, vous avez en fait uniquement les eaux traitées. Donc il y a 2 contrôles sanitaires complets qui sont réalisés par an, et en sachant qu'il n'y a qu'un seul paramètre d'analyser en continu qui correspond à la turbidité. Donc ça, c'est tout ce qui correspond aux matières en suspension qu'il y a dans l'eau. Donc, par rapport au rapport fourni donc de 2013 à 2019 sur ces 2 captages, les analyses montrent des résultats conformes aux exigences réglementaires. Mais par contre, donc en fouillant un petit peu plus, je me suis aperçue que le captage de la Benne a été classé comme captage prioritaire en lien avec une problématique pesticide en 2009. Il y a même eu un programme d'action de mise en place donc de 2012 à 2017 sur un certain nombre de captages de la vallée du Lot, donc 17 captages. Alors on peut se poser la question, est-ce que ce programme d'action a été suffisant pour résoudre ces problèmes ? De par mon expérience, parce que j'ai dressé différents bilans de ces programmes d'action dans plusieurs régions, et c'est vrai que ces programmes d'action déjà se basent sur le volontariat, et il y a généralement beaucoup d'actions de sensibilisation, d'animation, mais très peu de moyens qui sont directement alloués aux agriculteurs pour changer leurs pratiques. Donc, c'est un constat. Voilà. Après, on va essayer de creuser un petit peu plus pour savoir si le captage est toujours avec cette problématique. Alors maintenant, la question épineuse, santé humaine et pesticides. Alors je dis épineuse parce qu'elle est apparemment très controversée, en tout cas dans les médias. Alors en ce qui nous concerne, nous, localement, on est dans des communes à l'habitat dispersé, donc beaucoup d'entre nous habitent au milieu de champs qui sont exploités en intensif.
Et puis les promeneurs, chasseurs, pêcheurs, mais aussi les enfants à l'arrêt du bus, par exemple, peuvent aussi se trouver très proches d'une zone récemment traitée ou en cours de traitement. Et on précise encore qu'on ne doute pas de la bonne volonté des agriculteurs et qu'ils pensent agir avec suffisamment de précautions. On croit sincèrement ne pas représenter un risque majeur pour la santé de leurs voisins ou de leur propre famille, bien sûr. Mais notre exploration du sujet a renforcé notre conviction intime qu'il y avait là une situation réclamant l'attention de tous. Alors un rappel général, c'est que les pesticides, ce sont des poisons. Ils protègent les cultures en tuant des organismes vivants, végétaux ou animaux. L'intention peut être bonne, mais la question émergente, c'est est-ce que le remède n'est pas pire que le mal? Et notamment, quel est l'impact sur la santé humaine? Alors au sein de l'INRA, il y a une recherche en cours qui s'intitule « Pesticides et santé des travailleurs agricoles entre mise en visibilité et invisibilisation ». On a contacté Nathalie Jass, qui est donc chercheure à l'INRA et qui pilote cette étude, et elle nous a fait suivre un certain nombre de documents. Et notamment une étude qui revient sur les années 50 et 60 et montre comment le sujet de la santé des agriculteurs a été négligé, ignoré, voire camouflé. Elle parle de mise à l'écart des plus grands témoins des atteintes à la santé par les pesticides de synthèse. Donc ça, c'est tout simplement des scientifiques qui étudiaient la question, qui disaient des choses pertinentes et qui ont été écartés. Ils n'ont pas été repris dans les organes de contrôle et de décision. Et puis, tout ça s'articule autour d'un conflit central, qui est un conflit d'intérêts entre la protection de la santé et l'intensification de l'agriculture. Donc elle cite le docteur Dervillers, spécialiste de médecine professionnelle agricole, qui en 1958 disait « Les intoxications professionnelles chez les travailleurs agricoles représentent la rançon majeure du progrès technique de l'agriculture ». Un autre document qu'elle nous a fait passer s'intitule « Repères dans le paysage agricole français. Pesticides et santé des travailleurs agricoles en France. Questions anciennes, nouveaux enjeux ». Et l'historique, il met notamment en lumière comment les agriculteurs français ont souvent été désignés dans les médias comme uniques responsables des accidents sanitaires. Je cite, « Ce discours, donc le discours des médias, a eu tendance à rendre les agriculteurs responsables de la mise en danger de la santé des consommateurs, les taxant d'utilisation excessive, souvent non justifiée et irrespectueuse des réglementations. Et ceci a bien sûr permis aux industriels, mais aussi au gouvernement, au ministère de l'Agriculture et à d'autres acteurs mis en cause, de se dédouaner de leurs propres responsabilités. Nous pensons qu'il est important, quand nous abordons ces sujets, d'avoir à la conscience cette histoire et le fait que les agriculteurs vivent encore sous cette pression morale qui n'est pas juste. Alors on peut se demander, est-ce que la situation a évolué? Avons-nous tiré les leçons du passé? Alors si l'on en croit le rapport de l'INSERM paru en 2013, donc l'INSERM c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les choses n'ont pas tellement évolué parce que l'essentiel des conclusions du rapport, c'est le constat du manque de moyens mis en œuvre pour mettre à jour la vérité. Alors nous n'allons pas détailler toutes les conclusions et recommandations, mais en citer quelques-unes. Améliorer les connaissances sur l'exposition des populations. En France, il n'existe pas de recueil centralisé ni d'archivage des données d'utilisation des pesticides et en particulier des matières actives. Peu d'informations sont disponibles sur les effets d'un mélange de plusieurs substances et ces effets sont difficilement prévisibles. Alors pour voir comment ça se passe un petit peu concrètement sur le terrain, on va parler du cas du DBCP, dibromochloropropane, qui est un produit qui a été commercialisé sous différents noms, et notamment le Némagon. Alors l'exemple est ancien, mais les mécanismes de mise sur le marché des pesticides n'ont pas fondamentalement changé. Et le procès autour de cette molécule a permis de révéler les dessous de l'affaire. Donc c'est particulièrement intéressant. Donc en 1958, le DPCP est d'abord testé par l'industriel dans son laboratoire, comme ça se fait toujours, sur des rats, sous le secret industriel et commercial. Il constate, sans le divulguer, que la molécule affecte les testicules, le système rénal, et se révèle très cancérogène.
Mais un travail sur les doses et la formulation permet néanmoins aux industriels d'obtenir une autorisation de mise sur le marché de la part de l'administration américaine. La France autorise aussi ce produit en 1968. 17 ans après, on constate dans une usine que beaucoup d'ouvriers ne peuvent pas avoir d'enfants. Puis des études confirment que l'exposition au DBCP augmente les risques de cancer et de stérilité masculine par destruction des tubes séminifères. Les dommages sont typiques, proportionnels à la durée d'exposition et à la concentration de la molécule dans l'air. En 1979, le produit est interdit sur le sol américain, mais l'industriel qui a beaucoup de stocks à écouler le fait en Amérique latine sans mettre en garde les nouveaux utilisateurs du poison. Un mémo interne d'une des compagnies qui vendait ce produit a été exposé lors du procès par un avocat. Et donc ce mémo explique comment calculer la rentabilité de l'écoulement des stocks de DBCP en tenant compte du nombre d'ouvriers qui seront exposés aux pesticides, du nombre de ceux qui en contracteront une stérilité ou un cancer et du nombre de victimes qui porteront plainte. Donc ce cynisme des industries et le déni des alertes sont assez courants dans ce genre d'affaires qui sont nombreuses et il y en a de beaucoup plus récentes. La France, elle, n'interdit le pesticide qu'en 1989, mais des dérogations l'ont autorisé dans les bananeraies guadeloupéennes et martiniquaises jusqu'en 1993. Et il y a d'autres procès potentiels qui pourraient venir. Et donc à chaque fois, on nous dit, bon, là d'accord, on a fait une erreur, mais maintenant, on va faire attention. Sauf que ce genre d'histoire se répète et se répète encore. Il aura fallu attendre 2005 pour que la MSA lance le programme Agrican, première étude française d'envergure sur le cancer en milieu agricole. Le responsable de cette étude, Pierre Le Bailly, déclarait en 2017 « On a eu tendance à trop sous-estimer les effets néfastes des pesticides sur la santé. On dispose pourtant d'un faisceau d'arguments en faveur de liens entre l'exposition à ces produits chimiques et le risque de cancer en particulier. Clairement, il faut le rabâcher, les pesticides sont tout sauf de l'eau. La plupart d'entre eux sont conçus pour tuer le vivant. Leurs effets toxiques chez l'homme, qui présentent des mécanismes intimes communs avec les insectes par exemple, sont prévisibles et ne doivent pas être sous-estimés. Il faut savoir que Pierre Le Bailly, c'est un homme qui a toujours eu des propos très très prudents tout au long de sa carrière. Donc s'il en vient à dire ça aujourd'hui, c'est assez significatif. Maintenant, on va vous passer un petit extrait qui revient un petit peu sur le terrain et sur la problématique vue par les agriculteurs. Et donc c'est un extrait d'un documentaire que vous avez peut-être déjà vu, qui est sorti en 2012 et s'intitule « La mort est dans le pré ». Je m'appelle Caroline Chenet, je suis agricultrice, j'ai 45 ans. Après 20 ans de vie commune, j'ai épousé Yannick. Il était déjà très malade. On a découvert sa leucémie par hasard, le jour où le dentiste lui a arraché une dent. L'hémorragie ne s'arrêtait plus. Comment peut-on être frappé de leucémie à 37 ans, en pleine force de l'âge? Les médecins ont fini par nous l'expliquer. Yannick a été empoisonné par les pesticides qu'il employait sur notre exploitation. Depuis la mort de mon mari, je rencontre de plus en plus d'agriculteurs malades eux aussi. Regroupés en association, nous dénonçons les dangers des pesticides. Et en parlant, nous dérangeons le monde agricole. Pour les agriculteurs conventionnels, ça ne se fait pas de remettre en cause l'utilisation des produits chimiques. C'est tabou. Personne n'ose aborder publiquement le sujet. Moi, je pense que c'est en soulevant la merde qu'on fera avancer les choses. Voilà pourquoi j'ai décidé de parler aujourd'hui. Je veux vous raconter notre combat pour faire reconnaître que les pesticides font des victimes. Frédéric Ferrand est viticulteur. À 41 ans, il lutte contre un cancer de la vessie. Installé en Charente, Frédéric cultive du raisin pour le cognac. Quand son médecin lui a appris qu'il avait un cancer, il lui a simplement dit « Encore un. Monsieur, vous avez le cancer des viticulteurs. » Frédéric veut mettre sa famille en sécurité financière, quoi qu'il lui arrive à l'avenir. Pour cela,
Il doit faire reconnaître son cancer comme maladie professionnelle auprès de la MSA, notre mutuelle sociale agricole. Il a déposé une demande, mais craint de recevoir une réponse négative. La mutuelle rejette la plupart des demandes des agriculteurs malades. A-t-elle du mal à remettre en cause le fonctionnement du système agricole et l'utilisation des pesticides ? On estime en gros qu'il y a entre 5 et 25% de cancers de vessie qui sont liés à des produits toxiques. C'est quand même énorme. Et malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas 5 à 25% des patients qui sont reconnus en maladie professionnelle. Parce que quand on monte les dossiers, c'est très très compliqué de le faire reconnaître et de le faire valoriser en fait. Moi, je me suis même entendu dire par le médecin traitant, qui est normalement lui le porteur du dossier de maladie professionnelle, dire non, mais ils nous sont toujours refusés, donc je les fais même plus. Je trouve terrible de découvrir le désengagement des médecins face au rejet des dossiers par la mutuelle sociale agricole. Les jeux sont faussés, le système de reconnaissance est bloqué à la base, et en plus, ça empêche de comptabiliser le nombre exact de victimes des pesticides. Mais le silence des médecins en cache un autre, celui des paysans eux-mêmes. On ne parle pas de ces problèmes d'argent, on ne parle pas de ces problèmes de famille, on ne parle pas de ces problèmes de santé. On a une espèce de pudeur, c'est lié à notre histoire, et à l'histoire du monde agricole. Mais aujourd'hui... On est très solidaires les uns envers les autres, mais il s'agit de prononcer des mots style cancer, produits de traitement, etc. Ça devient un tabou en fait. Voilà. Alors, pour aller un petit peu plus loin sur le sujet des autorisations de mise sur le marché, nous avons contacté Annie Martin, qui est chercheuse au CNRS, spécialiste en droit international, qui étudie cette question depuis 2011 et a publié un article intitulé « La production de connaissances et d'ignorance sur la dangerosité des pesticides ». Dans son étude que nous pouvons faire passer aussi à ceux que ça intéresse, elle reprend notamment point par point et étape par étape le feuilleton du glyphosate et ce qui a fait qu'il est finalement toujours utilisé. Il y est question de fraude scientifique, de secret commercial et industriel, et bien sûr de lobbying. En conclusion, nous dirions que le système de contrôle des pesticides, en Europe comme ailleurs, fonctionne depuis des décennies en mode essai-erreur. Et tout le monde fuit la responsabilité des conséquences de ces erreurs. Nous sommes des cobayes et les agriculteurs sont en première ligne. Alors, retour sur le problème spécifique local du voisinage avec les pesticides. Donc le règlement dit, quelle que soit l'évolution des conditions durant l'utilisation des produits, des moyens appropriés doivent être mis en œuvre pour éviter leur entraînement hors de la parcelle ou de la zone traitée. Et le constat que nous faisons, parce que nous sentons ces produits dans l'air, que nous ressentons une irritation de la gorge ou des yeux, voire des maux de tête, c'est qu'en réalité, les produits franchissent facilement les limites du champ. Très souvent, en réalité, pour des raisons météorologiques, techniques ou financières, appliquer les prescriptions d'épandage et assurer qu'aucun risque ne sera encouru par l'agriculteur et son voisinage est tout simplement impossible. Et là encore, il y a des recherches qui montrent ça, des gens qui étudient ça et qui voient qu'on demande l'impossible aux agriculteurs dans ce domaine-là. Alors, peut-on se passer des pesticides ? Alors bien sûr, quand on pense à ça, on pense à l'agriculture biologique et le sujet sera en partie abordé par Bernard Bouissou et Denis Pacaud après notre exposé. Alors quand même, quelques mots. Ce qui est dit et répété, c'est que l'on risque de mettre en danger l'agriculture française si on remet en question l'usage des pesticides. Alors l'agriculture française, quand on va sur le site du ministère de l'Agriculture, on voit des chiffres qui sont mis en avant. Donc 32 milliards d'euros courants de PIB, 11,5 milliards d'euros d'excédent commercial. Et bien sûr, la question qui vient, c'est où va ce bénéfice ? Quelle part revient aux agriculteurs ? Et puis, nous, on met en face des chiffres qui ne sont pas mis en avant sur le site du ministère de l'Agriculture. Depuis 1955, le nombre d'exploitations agricoles a chuté de 80%. Il est passé de 2 millions à 452 000. Il a été divisé par 2 ces 20 dernières années. Les personnes qui vivent de l'agriculture, qui y travaillent, sont passées de 6,2 millions en 1955 à un petit million aujourd'hui. Et puis, une autre information quand même,
la profession agricole est parmi les plus touchées par le suicide en France. Alors nous ne prétendons pas avoir toutes les solutions, mais remettre en question l'agriculture intensive nous semble être un secours plus qu'une mise en danger de l'agriculture française. Alors, face à ces constats, que faisons-nous? Des initiatives existent et c'est Isabelle qui va vous en parler. Donc, par rapport à ces constats, différentes initiatives portées par soit des élus, des citoyens, des agriculteurs. Donc, je vais vous en présenter quelques-uns. Déjà, des initiatives portées par des collectivités, des élus, donc en lien avec la démarche Tercène, donc, qui est un label qui a été mis en place en 2014 et qui va au-delà de la réglementation qui interdit déjà l'utilisation des pesticides sur certains espaces communaux. Alors, à souligner surtout, c'est la mise en avant de la création d'une dynamique globale à l'échelle du territoire concernant ces zéro pesticides, avec une forte sensibilisation des habitants. À noter qu'aucune commune dans le Quercy blanc n'a obtenu ce label. J'ai mis en avant quelques exemples, notamment la mairie de la commune de Murviel dans l'Hérault, qui met en avant le devoir d'exemplarité. Il y a eu à Valroge des espaces verts directement réalisés et entretenus par la population. Et puis, sur une autre commune, à l'île d'Épagnac, en Charente, le fleurissement du cimetière. Et c'est d'ailleurs dans les différents témoignages des maires, c'est un espace où les maires disent avoir pas mal de difficultés à convaincre les habitants pour pouvoir les enherber ou les fleurir. Autre initiative qui peuvent être portées par les élus, le projet alimentaire territorial. Donc, ça a un objectif de relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans les territoires. Donc, ça peut être porté par les collectivités, mais pas que, notamment des associations. Et ça permet de répondre à différents enjeux, notamment économiques, sociaux et environnementaux, bien sûr, avec quelques illustrations de ces intentions. Donc, je veux créer des liens entre les consommateurs et les producteurs et acteurs locaux. Je veux que tous mes administrés aient accès à une alimentation de qualité et de saison. Je veux encourager les commerces, restaurants et artisans locaux à valoriser les produits agricoles et alimentaires locaux. Je veux être mieux rémunéré pour ce que je produis. Je veux des produits locaux et bio dans la cantine de mes enfants. Donc on peut citer aussi également des communes qui ont été déjà assez loin dans la démarche, notamment Saint-Pierre-de-Frugy en Dordogne. Donc le maire a pris un arrêté pour interdire d'épandre les pesticides à 150 mètres des maisons. On sait que cela va être cassé par le tribunal administratif, mais cela montre quand même un certain engagement de sa part et au niveau de sa commune. Notamment aussi Ungersheim, dans le Haut-Rhin, qui a réalisé de nombreux chantiers, notamment des éco-chantiers participatifs, et qui a lancé aussi pour être autonome en énergie notamment. Donc on espère, comme ces communes, un engagement de nos élus, et s'il y en a, on les invite à prendre parole à la fin des témoignages. Donc des initiatives portées par les habitants, donc nous tous, nous avons également un pouvoir entre nos mains, entre guillemets, notamment par nos choix alimentaires. Donc ceux-ci ont un impact direct sur notre environnement. Par exemple, pour illustrer ça, les produits alimentaires sont responsables à hauteur de 23% des émissions des gaz à effet de serre, donc émis par les ménages. Et notre façon de nous alimenter a donc un impact qui se répercute à la fois sur l'agriculture, le transport, l'aspect social et la nature. À noter que la part de l'alimentation dans le budget des ménages a sensiblement baissé depuis ces 30 dernières années. Nous sommes passés de 35 à 20% pour la partie de l'alimentation dans notre budget. Donc plusieurs facteurs expliquent cette évolution, mais nous pouvons nous poser la question de nos priorités.
Un exemple très simple de l'empreinte environnementale de notre alimentation, par l'achat de tomates hors saison, qui peut entraîner donc 4 fois plus d'eau et 10 fois plus d'énergie par rapport à des tomates locales et de saison. Donc, autre exemple qui illustre l'impact de nos choix alimentaires, une étude récente de l'INRA a montré la différence entre 2 groupes, donc des grands consommateurs bio et un autre qui n'en consomme pas du tout. Le premier, ce qui est mis en avant dans les résultats de cette étude, c'est que le premier groupe a un régime beaucoup moins nocif pour l'environnement et entraîne une exposition aux pesticides de 40% moins en moyenne. Donc cela provient des habitudes alimentaires, mais aussi de la production de ces aliments. Donc nous avons tous un rôle à jouer, de par les priorités que nous mettons dans nos achats, le choix de notre alimentation, aussi notre participation à la vie du territoire, par exemple en participant à des chantiers qui peuvent être organisés par la commune ou directement par des agriculteurs, et en acceptant aussi, par exemple, que le ticket de la cantine augmente un peu si la part de produits bio est plus grande dans les menus de la cantine. Initiative portée par les agriculteurs. Donc là, bien sûr, on en a parlé là, à l'instant avec Denis. On peut mettre en avant la conversion vers l'agriculture biologique qui a beaucoup augmenté ces dernières années, donc avec notamment en 2018 la conversion de 5000 fermes. Donc la région Occitanie est la 2e région de France avec 15% de sa SAU, c'est la surface agricole utile, donc qui est cultivée en bio. Donc ça, c'est des chiffres tout récents de 2018. Et le département du Lot se situe à 9% de la surface agricole utile départementale, avec 402 exploitations en bio. Donc si on fait un zoom sur nos communes, donc ça c'est des chiffres de 2017 parce que les chiffres par commune ne sont pas encore sortis. Donc là, vous avez le nombre d'exploitations, la surface en agriculture biologique, celle en conversion, la surface totale et puis les pourcentages par rapport à la surface agricole utile. Donc là, on s'aperçoit que ça dépend, le pourcentage varie en fonction des communes. Et à noter que depuis ces chiffres, on sait qu'il y a eu des nouvelles conversions, notamment à Saint-Paul. Alors, un des arguments qui est mis souvent en avant, c'est l'aspect du risque économique. C'est pour ça que j'ai mis en avant quelques extraits d'une publication du CER qui gère de nombreuses exploitations, les résultats par rapport à leurs résultats économiques. Donc ils ont comparé, là c'est une étude de 2018, les résultats économiques des fermes bio et des fermes conventionnelles. Donc j'en ai imprimé quelques exemplaires, si ça vous intéresse, je pourrais vous les donner. Donc j'ai extrait de cette étude seulement 2 graphes. Donc le premier présente l'excédent brut d'exploitation en euros par hectare. Donc ça correspond entre le solde, entre les recettes et les dépenses courantes. Et le deuxième correspond aux revenus disponibles en euros par unité de travail annuel familial. Donc là, on observe que les revenus disponibles des exploitations conventionnelles sont très variables d'une année sur l'autre. Ils descendent systématiquement en cas d'aléas climatiques ou économiques en lien avec les prix de vente des céréales. Alors qu'en bio, le revenu disponible est beaucoup plus stable et plus confortable. Et en général, il se situe à 30 000 € par unité de travail annuel. Donc j'ai retranscrit aussi la conclusion de l'étude qui me paraissait très intéressante et qui résume bien la situation. Donc malgré des rendements en lait et céréales nettement plus faibles, des besoins en main-d'œuvre plus élevés, des charges de structure plus fortes, un endettement soutenu et des aides PAC par actif équivalentes, l'agriculture biologique se porte économiquement bien. Grâce à ces 3 points forts, charges opérationnelles réduites, meilleure valorisation des produits et stabilité des prix de vente, l'agriculture biologique relève le défi de la résistance aux crises agricoles, de la juste rémunération de sa main-d'œuvre et assure donc la pérennité des entreprises qui s'y sont engagées.
On va regarder à nouveau un petit extrait du documentaire « La mort est dans le pré », donc en lien avec la conversion à l'agriculture biologique. C'est souvent nous, les femmes, qui souhaitons remettre en cause les pratiques. Nous sommes peut-être plus sensibles à l'impact qu'elles ont sur nos enfants. Si on pouvait passer au bio ou faire de l'agriculture raisonnée, moi, ça me... Ça, c'est Je suis partante, hein. Arrêter tous ces produits qui rendent malades et passer au bio ou à l'agriculture raisonnée, je suis partante. Ah, c'est pas facile. Et puis ça se fait pas, faut pas dire de but en blanc, on va passer au bio tout de suite. Il y a un coût. Il y a un coût financier important. Ça fait 25 ans que je suis dans un autre système où le chimique a réponse à tout par le fait. Alors c'est quand même un gros passage. C'est aussi dans ma tête qu'il faut que ça passe. Moi je sais qu'avec ce que j'ai vécu, si j'en sors pas quelque chose dans les mois, dans les années qui viennent, je serai pas à côté de quelque chose. Ça, évidemment. Pour l'accompagner dans sa conversion difficile, Raoul, le président de l'agriculture biologique de Picardie, est venu faire un bilan de l'exploitation de Denis. Pour moi, il y a deux problèmes qu'il faut surmonter. Il y a ta peur d'abord. Pour moi, elle est plus importante que le handicap encore. C'est celle-là qu'il faut que tu arrives à dépasser. Le regard des autres, je pense que, comme tu as déjà Daniel et Michel, qui sont ouverts là-dessus, c'est déjà plus facile que nous quand on est parti tout seul dans notre coin, où là, il y a tout le monde qui te regarde de travers en disant « mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre ?» Pour moi, t'as pas beaucoup de difficultés à passer en bio, et pour moi, dans 3 ans, tu y es. Merci Raoul, parce que c'est bien. Donc, un autre exemple de mesures portées par les agriculteurs, les GIE, donc c'est des groupements d'intérêt économique et environnemental. Donc, c'est des collectifs d'agriculteurs qui s'engagent dans un projet pluriannuel sur plusieurs années de modification de leurs pratiques en visant à la fois des objectifs environnementaux, économiques et sociaux. Donc, avec notamment, ce qui n'est pas négligeable, la possibilité de majoration de plus de subventions. Donc, quelques exemples locaux de ces groupements. Donc, par exemple, en 2017, 18 exploitations donc, en 1946 se sont regroupées pour développer l'autonomie fourragère de leur élevage. Il y a notamment eu un GIE pour la filière blé, farine, pain du Christ-Lot, donc dans le département, avec 12 exploitations qui se sont impliquées aussi en 2017. Et puis 11 exploitations aussi ont mis en place ce type de groupement pour développer l'autonomie entre des fermes bio et notamment des échanges entre céréaliers et éleveurs pour avoir une meilleure autonomie au niveau des aliments. Et nous, on avait à la base aussi l'idée qu'on pouvait faire quelque chose localement et ensemble devant certaines impasses, les impasses de l'agriculture conventionnelle, qui sont aussi la disparition des exploitations, et puis aussi les impasses des tactiques chimiques, puisque ça déborde des champs, que c'est imparable et qu'on demande l'impossible aux agriculteurs. Donc il doit y avoir des solutions, c'est ce qu'on se dit, qu'on est tous de bonne volonté finalement et qu'on doit trouver des solutions. Alors c'est ça qui est ouvert ce soir. Il sera possible de communiquer après. On a laissé un email sur l'affiche. S'il y a des gens qui ont envie de se manifester, de faire écho à cette soirée, ça sera possible. On a aussi lancé une pétition à l'adresse à destination des élus d'abord, qui est pour ne plus boire, manger et respirer de pesticides. Cette pétition, elle sera à disposition là sur une table. Vous pourrez la signer, vous pourrez l'emporter, la faire signer si vous voulez aussi. Et bien que ça soit un petit peu binaire comme pétition,
on insiste vraiment pour dire que ce n'est pas une volonté de tout mettre par terre ou de mettre les gens devant un mur, c'est vraiment l'idée qu'il y a des solutions à trouver ensemble et trouver de l'aide pour que ça change. Voilà. Et maintenant, je vous invite à venir prendre quelques boissons et nourriture bio, là-bas, à la table. Et on peut continuer à échanger, bien sûr. On ne va pas fermer la salle tout de suite.